25 novembre dernier, souvenez-vous, c'était la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Mais le combat se poursuit également toute l'année pour beaucoup d'organisations. Tel est le cas de Ni pute ni soumise. Cette association issue du mouvement féministe français a repris le relais en Belgique en 2007. Ses objectifs sont la lutte pour l'égalité entre femmes et hommes, la laïcité et la mixité. Nous avons rencontré le comité belge du mouvement. L'association encadre des femmes qui ont connu le mariage forcé, l'excision, etc. Les membres collaborent aussi avec les écoles. Des campagnes de sensibilisation sont mises en place. Eh bien, l'association Ni pute ni soumise, ici en Belgique, est née donc en 2006-2007 et elle a pour but de promouvoir toute action qui est susceptible qui vise l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous nous appuyons sur 3 principes fondamentaux que sont la laïcité, la mixité et l'égalité. Alors, de quelle manière agissons-nous? D'une part par le biais de conférences-débats. Nous agissons également par le biais de théâtre-débat, c'est-à-dire qu'il y a un théâtre comme les monologues voilés par exemple. Eh bien, il y a le théâtre, et après le théâtre, eh bien, il y a discussion avec le public. Nous avons également notre permanence ici tenue par Sonia et Bernadette, qui accueille, qui est là pour écouter et orienter toute personne qui est en détresse et qui s'adresse à nous. Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir plus de recrudescence de mariages prétendument arrangés qui sont en réalité des mariages forcés? Personnellement, je pense que cette histoire de recrudescence s'inscrit dans un problème lié à l'immigration au sens large. Les personnes de première génération qui sont devenues désormais des personnes dites du 3e âge, eh bien rien n'est prévu pour les prendre en charge. Et ça, c'est un réel problème en fait. Parce qu'il n'y a pas de home, et même s'il y en avait, est-ce que c'est dans leur imaginaire à eux de pouvoir accepter l'idée d'être pris en charge par d'autres personnes que par leur famille? Idem pour leurs enfants, il n'est pas question de livrer l'intimité de leurs parents à un tiers. Donc on se trouve là dans un truc complètement presque irrésolvable, et une manière qui a été trouvée pour pallier à ce manque, ben malheureusement c'est la femme. On va tenter d'organiser un mariage pour prendre en charge d'une part les parents, mais d'autre part aussi parfois même les beaux-parents. Et c'est ce que j'appelle moi mariage assurance vie. Elles n'ont plus envie de ce mariage forcé. Elles sont souvent elles sont amoureuses d'un autre petit jeune qui ne plaît pas aux parents, et tout débute de là. Hein. Alors d'un seul coup, elles sont amoureuses, elles ont envie de maintenir la relation. Et puis le frère qui n'accepte pas cette relation les surveille, on supprime le GSM, on les attend à la sortie de l'école. Elles n'ont plus aucune liberté. Et le seul espace de liberté, c'est l'école. Alors en tant que médecin aussi, j'ai quand même été confrontée à une recrudescence de demandes de certificats de virginité. C'est assez incroyable, hein, parce que pour légitimer un mariage, on a besoin d'une preuve scientifique. Mais ce qui est fou, c'est que quand je demande à mes collègues médecins, gynécologues principalement, à quoi ça ressemble la virginité, d'aucuns me disent, moi je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, donc je fais ce certificat. Et de toute manière, il y a beaucoup qui ne saignent pas, qui ne saigneront jamais, parce que c'est un vestige embryonnaire en voie de disparition. Et malgré tout, hein, on vient demander un certificat de virginité, la preuve scientifique comme quoi la fille a eu une bonne éducation, un bon comportement, c'est aussi la preuve de la filiation. Alors je tombe avec des filles qui disent oui, moi je ne peux pas embrasser le garçon parce que je risque de la perdre, je ne peux pas monter à cheval, je ne peux pas faire de la gymnastique. Et peut-être la natation aussi. Est-ce qu'on a eu des réponses des écoles qui étaient partie prenante par rapport au fait de sensibiliser les jeunes à nos valeurs? J'ai une réaction d'une école notamment qui aimerait qu'on axe sur l'homophobie parce qu'ils ont eu un cas apparemment d'homophobie dans l'école l'année dernière. J'ai aussi un appel d'Anderlecht qui était intéressé que je reproduise aussi l'animation que j'ai donnée aux élèves
Ça touchait les certificats de virginité et l'excision, puisqu'il y a eu 2 élèves qui ont levé le doigt et pour dire qu'elles avaient été excisées. Et donc ça a quand même donné lieu à tout un débat entre élèves, donc c'était important. Le kit du respect qui comprend un DVD, qui comprend aussi des photos avec des textes et qui permet d'interpeller les jeunes sur ce qu'ils lisent, sur ce qu'ils voient. Nous avons aussi le guide du respect. Alors le guide du respect, eh bien, c'est une espèce de trousse de secours destinée à un public jeune, format poche, qui comprend des adresses vers lesquelles on peut s'orienter. Et ce kit du respect, ce guide du respect traite de 3 grands thèmes que sont les violences faites aux femmes, la sexualité et les traditions qui enferment. Voilà, par exemple une carte qui dit « aimer qui on veut ». Eh bien, je leur montre cette carte et je leur demande ce qu'elles en pensent. Et là, elles disent « oui, mais bon, oui, moi j'aimerais bien, mais enfin je dois tenir compte aussi de ma maman et de mon papa et de ce qu'ils disent, donc je ne peux pas faire comme ça les choses. » Vivre sans insultes et sans coups. C'est évident. D'aucuns, eh bien certaines me répondent oui, mais enfin, quand on fait des bêtises, c'est normal. Hein. Donc comme quoi la violence est intégrée comme dans la normalité. C'est quelque chose qui est banalisé dans la vie au quotidien. Les violences, on les trouve à peu près dans tous les milieux. Juste ceci, c'est que quand il y a des problèmes socio-économiques, les violences sont peut-être plus visibles, peut-être un peu plus présentes, mais moi j'ai vu des gens hyper cultivés et haut placés faire preuve également de violence. Donc je pense que la violence n'est pas spécifique à une classe sociale particulière. Ce qui anime la personne violentée, c'est la honte. Et donc quand elle sort de cette honte, quand elle décide de s'ouvrir, clairement, elles ont fait un énorme pas. Mais ne pas aller plus vite que là où elles ont décidé d'aller. Voilà, donc ce que moi je proposerais, c'est d'écouter et de voir jusqu'où elle est prête à aller. Déjà, en parler à quelqu'un, c'est poser un acte fort. Elles ont accepté de sortir de la clandestinité. C'est quand même super important, ça, d'en parler à quelqu'un, que ce soit le médecin ou qui d'autre, enfin, de partager la violence qu'elles vivent. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles peuvent toujours aller faire un certificat pour coups et blessures chez leur médecin généraliste, dans les urgences d'un hôpital, et garder ce certificat autant de temps qu'il faut, donc accumuler les preuves, et lorsqu'elles sont prêtes, elles peuvent porter plainte sur base de cet élément-là, qui devient alors une preuve qui transcende le temps. Je pense que quelque part, on pourrait peut-être même, sous certains points, comparer notre société actuelle à cette tendance obscurantiste qui est présente dans les années 20, dans les années 30. Donc il faut faire très très attention à tous ces mouvements aussi obscurantistes qui génèrent le racisme, qui génèrent l'homophobie, qui génèrent l'antisémitisme, qui génèrent du machisme et du sexisme. Je pense qu'il est extrêmement important maintenant plus que jamais d'être présent sur le terrain et de faire en sorte d'aller à l'encontre de ces tendances qui en fait enlèvent, mais en marge toute une partie de la population que sont les femmes.